Hello YouTube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et je suis super contente de pouvoir enfin vous retrouver. Aujourd'hui, on va parler de projection, on va parler de responsabilité, on va parler surtout du poids qu'on porte toutes et tous sur nos épaules. Je m'appelle Sonia, je suis médiatrice et coach en gestion de conflits et je fais toutes les semaines des meet-up sur la plateforme meetup.com. Vous pouvez retrouver notre lien juste en description et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube pour revoir tous les meet-up en replay. Alors aujourd'hui, on va parler de projection et de responsabilité individuelle, mais surtout la tendance qu'on a toutes et tous à porter beaucoup plus que nécessaire sur nos épaules. De rentrer chez soi et d'encore penser à quelque chose, que de «Ah, je devrais faire ci, je devrais faire ça». Ou alors on a, un ami, une amie qui est venu nous raconter quelque chose et on sent on voudrait aider, mais on ne sait pas. Donc souvent, la tendance, c'est quand même, on porte sur nos épaules beaucoup plus que ce qui nous est attribué. On a tous notre propre référentiel et aujourd'hui, ce que j'aimerais vous amener à repenser, à peut-être, observer, des choses qui ne vous appartiennent pas, c'est justement à repérer les projections et ça, c'est ce que je travaille en coaching aussi. C'est de comprendre qu'on a toutes et tous notre propre référentiel et qu'on projette constamment sur les autres projettent sur nous et donc quand en médiation, ce qui est hyper important évidemment comme toute posture, quand on fait du service à la personne comme ça, c'est de pas projeter sur ses clients ou de pas laisser les clients projeter sur soi et donc c'est forcément quelque chose qu'on est obligé de maîtriser quand on veut être, pratiquer en fait au niveau professionnel ce genre d'activité. Donc le fait de repérer les projections, c'est un truc que je fais déjà depuis un moment et c'est basé tout simplement sur aussi la compréhension qu'on a toutes et tous nos valeurs, on a nos propres croyances, on a notre propre éducation, nos propres envies, on a notre réalité et donc ça paraît assez basique quand je le dis comme ça, mais ma réalité n'est pas sa réalité. Ma réalité n'est pas votre réalité, ma réalité n'est pas leur réalité. Donc ça, c'est déjà hyper important parce que souvent, on a tendance en fait à penser que les autres vont penser comme nous, ce qui est pas du tout le cas. Pour illustrer les projections, on peut prendre certains comportements que je suis quasiment certaine, vous allez pouvoir repenser à quelque chose qui s'est passé, quelqu'un que vous connaissez et vous allez vous dire: «Ah mais oui, ça me parle». On peut repenser quelques comportements. Donc, le plus fréquent, on va dire, c'est d'observer quelqu'un qui est sur la défensive, un peu agressif. Donc c'est une posture d'attaque qui, même si il y a beaucoup de gens qui se laissent intimider et c'est aussi à juste titre, hein, parce qu'on peut avoir, quelqu'un qui est dans une certaine agressivité, c'est aussi quelqu'un qui peut être imprévisible, quelqu'un qui peut vous mettre en danger physiquement. Donc évidemment, on reste vigilant. Mais l'idée, c'est de comprendre que quand quelqu'un vous «attaque» entre guillemets «directement», le problème ce n'est pas vous. Le problème, c'est comment ces personnes-là perçoivent la situation, comment ces personnes-là se sentent dans une certaine situation. Donc la stratégie d'attaque, c'est souvent une stratégie qui vient d'un sentiment de faiblesse. Bon, ça, c'est assez, finalement, c'est on peut-être que vous le savez déjà, mais surtout, c'est quelque chose qui peut se déclencher quand la personne se sent déstabilisée, ne sait pas comment gérer la situation, ne sait pas comment gérer la différence d'opinion, prend les choses très personnellement, prend les choses d'une façon à penser que, si vous pensez différemment que moi et ben, je ne suis pas importante. Donc en fait, c'est ce genre de mécanisme de pensée qui ensuite enclenche un peu ce mécanisme de défense qui peut être l'agressivité. Maintenant, ce que je tiens à dire, c'est aussi il y a certaines personnes qui ont peut-être toute leur vie connu une certaine façon de répondre à certaines situations. OK? Donc, si ces personnes-là, depuis leur enfance, n'ont vu que ce schéma-là,
bah, ne connaissent pas, en fait, autre chose. Donc si vous commencez à être gentil avec quelqu'un qui est agressif et que souvent, ça peut créer un peu une réaction contradictoire, une réaction inverse à ce qu'on pense. C'est qu'en étant gentil, la personne peut, dans un premier temps, être encore plus sur la défensive. Je vais y revenir, mais après coup, en fait, se poser, se calmer. Pourquoi est-ce que ça fonctionne comme ça? Parce que la personne qui a toujours connu de répondre à des situations stressantes, extérieures par l'agressivité, si tout d'un coup on lui montre, on lui met en face et c'est ce que vous faites si vous réagissez avec plus de calme et plus une voix posée, si tout d'un coup vous montrez que, bah, on peut faire les choses autrement, on sort de sa zone de confort et donc sortir de la zone de confort est aussi une source de stress et donc c'est un peu le cercle vicieux. Maintenant, je vous rassure, il y a quand même des techniques pour réussir à calmer quelqu'un qui est dans l'agressivité. Là, on est après on va sur de l'hyper-conflit, mais il y a quand même des techniques, donc vous inquiétez pas. Hem, donc voilà, en tous les cas, quelqu'un qui est agressif envers vous, je vous invite à repenser qu'est-ce qui a derrière le comportement? Est-ce que c'est vraiment à propos de moi ou pas? Honnêtement, dans la plupart des cas, c'est pas le problème, ce n'est pas vous, encore une fois, le problème, c'est comment eux se sentent, comment eux perçoivent la situation. Hem, donc ça, c'est déjà un premier comportement qui peut vous permettre de faire la part des choses entre qu'est-ce qui vous appartient et qu'est-ce qui appartient à l'autre. Il y a aussi, par exemple, la manipulation. Ça, c'est un deuxième comportement. La manipulation, c'est un comportement assez enfantin, je trouve, parce que, bah, on peut repenser, au à l'enfant qui rentre de l'école, avec des mauvaises notes et puis qui va un peu mentir à ses parents, pour pas être grondé et le truc, c'est que si ça fonctionne une fois, ça fonctionne 2 fois, ça fonctionne voilà et ensuite si de façon répétée, cet enfant-là arrive un peu à aller entre les trucs. Bah, en fait, c'est un schéma qui va s'installer, on va dire et puis à l'âge adulte, plus tard, il y a pas il y a pas une prise de conscience par rapport à ce mécanisme-là, bah, à l'âge adulte, c'est un schéma qui va se répéter, très probablement et dans d'autres situations, hein. On parle plus de notes, de mauvaises notes. On parle de peut-être, avoir, cassé un truc, avoir, menti à quelqu'un, avoir, délibérément, un peu changé, les données. Enfin bon, il peut y avoir plein de choses. Donc la manipulation, souvent, c'est aussi pris très personnellement parce qu'on se dit: «Bon, pourquoi tu m'as menti? Mais tu me fais pas confiance, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait?» et en fait, alors certes, la manipulation peut révéler un manque de confiance, mais pas un manque de confiance en vous en premier lieu, confiance en soi-même. Donc la manipulation, souvent, vient révéler un manque de confiance en soi, une incertitude, une déstabilisation. Comment est-ce que je vais gérer la situation? Donc on cherche une issue et on prend un peu un raccourci. Alors on voit pas trop les conséquences au long terme à ce moment-là parce qu'on cherche, un peu là c'est le mode, un peu le mode de défense, qui s'installe. C'est: «Il faut vite que je trouve une issue et donc je vais vite bricoler un truc et c'est bon». Donc la manipulation, c'est aussi un comportement qui est intéressant à repérer pour comprendre qu'encore une fois, le problème, ce n'est pas vous, le problème, c'est comment la personne se sent ou perçoit la situation. Le troisième comportement que je voudrais mettre en avant ici, c'est la sollicitation. Le fait de toujours solliciter, de toujours demander. La sollicitation, on peut derrière ce comportement, on peut avoir quelque chose qui vient avec un sentiment de honte, qui vient avec, la sensation de se victimiser, enfin, de vraiment des personnes qui sont en fait, qui ne prennent pas vraiment leurs responsabilités, qui se disent qu'elles elles ont besoin tout le temps des autres pour pouvoir faire quelque chose et donc en ce sens-là, qui se victimisent un peu. Donc c'est de comprendre comment en fait la personne peut petit à petit se débrouiller, être dans une autonomie, dans une débrouillardise, plutôt que de lui dire: «Mais enfin débrouille-toi». Donc c'est de guider en fait la personne
à faire des petites choses toute seule, petit à petit, plutôt que de toujours être sollicitée, plutôt que de toujours solliciter. Hem, le 4e comportement que je voudrais, aborder aujourd'hui, c'est la résignation. En médiation, par exemple, si je prends le cas d'une médiation, familiale, un cas de divorce assez classique, où, je peux avoir, le mari, qui enfin la femme plutôt qui vient me voir et qui me dit: «Mais, je comprends pas, il parle jamais, il dit rien, il s'en fout, et il veut jamais en discuter» et cetera. Et le mari en effet qui est, un peu, refermé, qui parle pas trop, et qui est moins dans l'expressivité, on va dire. Et donc la femme le prend très personnellement en se disant: «Mais il s'en fout». Et donc là, ce que j'invite les personnes à faire, c'est pas prendre personnellement le comportement de cette de l'interlocuteur, pas se dire: «Mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi il veut pas me parler?» Plutôt se dire: «Qu'est-ce qui se passe qui fait qu'il n'arrive pas à s'exprimer?» Et donc derrière la résignation, c'est pas forcément le fait de s'en foutre qui peut être mais qui est là, c'est plutôt le fait de ne pas savoir comment, gérer la situation. Le fait de se sentir peut-être un peu seul dans la situation, le fait de se sentir un peu isolé, un peu désespéré. Et le cas d'un divorce où les 2 partenaires en général à moins qu'ils aient fait une médiation, efficace, les 2 partenaires sont un peu, en mode ennemi, et donc il y a pas forcément ce soutien. Je veux dire, on va pas, j'ai jamais entendu, un couple divorcé se dire: «Mais allez, on se tient la on se serre les coudes pendant notre divorce, tout va bien se passer». J'ai jamais entendu ça. Donc ce serait bien si ça pouvait arriver, mais j'ai jamais entendu ça. Donc la résignation, c'est plus vraiment ce sentiment de plus savoir quoi faire, et du coup, on referme un peu, on se referme. Hem, donc encore une fois, c'est quelque chose, je vous invite à vraiment, encore une fois, ne pas le prendre personnellement si ça vous arrive, si quelqu'un, se referme par rapport à vous, veut pas trop parler, mais d'essayer de par des biais un peu plus subtils, de voir, comment remettre, comment renouer le dialogue, de façon à ce que cette personne, en fait, se sente pas seule dans dans le processus, en fait. Et le dernier comportement dont je voudrais parler aujourd'hui, c'est la vengeance. La vengeance, on peut en être témoin, on peut l'expérimenter, on peut voilà, c'est des choses qui c'est un comportement qui existe. L'envie de se venger, l'envie de faire justice, à tout prix. Hem Et souvent, en fait, c'est quelque chose qui peut révéler un sentiment très profond, une blessure très profonde qui vient d'être réveillée, et donc là-dessus, honnêtement, vous avez aucun contrôle. Vous pouvez pas deviner que, à cet endroit précis, il y avait ce petit truc-là qui allait, exploser. Ou alors, encore la vengeance, déjà, c'est souvent inconscient, hein, et puis ça peut aussi venir quand il y a un sentiment d'humiliation, par exemple. Humiliation en public, rabaisser quelqu'un en public. Là, ça peut venir réveiller des sentiments de vengeance, donc évidemment, c'est certaines, la le s quand ça arrive, bah, le mieux c'est que ça n'arrive pas, de pas, de voilà, de savoir, gérer les choses. Si par exemple vous donnez un feedback négatif à un membre d'une équipe, devant tous les collègues, il y a peut-être une meilleure façon de le faire, honnêtement, bon. Donc, il y a les il y a les, il y a aussi qu'est-ce qui va causer le comportement? Est-ce qu'on peut un peu, prévenir, ce genre de réaction? Et ça, c'est en fait la gestion de conflits, de façon un peu plus élargie. On se dit: «Comment est-ce que je peux prévenir, les personnes de réagir de façon conflictuelle?» Donc on n'est pas, moi, en médiation, je fais de la, au mieux possible, on essaye de résoudre un conflit déjà existant, mais l'idée, c'est aussi d'étendre ça et de faire de la prévention. Donc qu'on évite, d'où la gestion émotionnelle qui est également hyper importante, d'où, la gestion de soi, la connaissance de soi. Ça, c'est je vous renvoie à mes 3 piliers, de connaissance de soi, de conscience de soi et de maîtrise de soi, pour justement prévenir que, ben, dans certains contextes un peu délicats, comme donner un feedback un peu négatif, ou carrément, négatif, au travail, bah, que dans cette situation, on n'ait pas après un gros conflit, ceci, cela, des procédures judiciaires à droite à gauche, voilà. Donc ça, c'est,
aussi apprendre à ne pas porter le poids du monde sur ses épaules, que de vraiment faire la part des choses, de prendre un peu de recul et de se dire: «OK, derrière certains comportements, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que ça dit de l'autre?» et non pas: «Qu'est-ce que ça dit de moi? Qu'est-ce que moi j'ai fait?» Ça, j'en reparlerai, c'est en fait le modèle des 4 oreilles qui en fait est un modèle qui explique comment est-ce qu'on peut entendre de 4 façons différentes. Et donc quand on a toujours cette tendance à, quand quelqu'un nous parle, à entendre: «Qu'est-ce que ça dit de moi?» Et ça, c'est une façon d'entendre les choses, mais il y en a plusieurs. Donc moi, l'idée, c'est en coaching aussi, c'est d'arriver à ce que mes clients s en fait, voient et entendent la globalité des choses, pas juste une petite fraction. De façon très typique, ce modèle des 4 oreilles, pardon, il peut être illustré quand vous êtes, au sein d'un couple. Souvent, les couples où il y a un homme et une femme, et en fait, le schéma de fonctionnement est très différent, mais en fait, finalement, ça s'élargit même à tout le monde. À partir du moment où vous êtes en binôme avec quelqu'un, un couple d'amis, un couple, amoureux, et cetera, c'est en fait, la façon dont chacun va entendre les choses est différente. Donc, je vais entendre d'une façon, vous allez entendre autre chose. Ce que je vais dire va être perçu de différentes façons, et ça, c'est très propre à chacun. Donc c'est encore une fois d'élargir un peu son champ heu, comment est-ce que j'entends les choses pour comprendre qu'est-ce que moi je perçois et qu'est-ce que l'autre perçoit, et où est la part des choses. Maintenant, j'aimerais parler un peu de certains exemples de phrases qui peuvent, sembler, anodines, mais qui projettent en fait des croyances comme, que j'ai pu entendre, ou qui peuvent être assez banales. Comme par exemple, quand j'ai voulu quitter mon job d'ingénieur, j'ai un collègue qui m'a demandé: «Mais Sonia, mais comment tu vas faire? Tu peux pas quitter ton job, tu dois pouvoir payer ton loyer, les factures, et cetera». Bon, ça, il suffit qu'on soit, peut-être, pas très sûr de ses décisions, pas très sûr de son choix. Voilà, c'est jamais facile de quitter un job pour essayer autre chose. Et donc du coup, il y a toujours un petit peu de doute, il y a toujours une période un peu où on n'est pas très certain. Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la bonne décision ou pas? Et donc il suffit qu'on soit dans cette petite période-là et qu'on reçoive ce genre de phrase, bah, là, il y a plein de doutes qui arrivent, plein de peurs qui ressurgissent. Donc mais l'important, c'est de se dire: «OK, est-ce que là, il est en train de parler de moi, ou est-ce qu'il est en train de parler de lui, de ses croyances?» Et donc moi, j'ai très vite compris que c'était en fait pas de moi qui parlait, parce que juste après, de toute façon, il a dit: «Ah moi je pourrais pas, avec ma fille, et puis le crédit pour la maison, et cetera». Donc là, clairement, c'était pas la question, n'était pas à propos de moi, c'était par rapport à lui, comment il percevait le fait de quitter un job sécuritaire, et cetera, de prendre des risques. Donc la perception était différente, et la phrase semble banale, parce que je pense que si c'est quelque chose qui vous est arrivé, de changer de job ou de quitter un CDI pour essayer autre chose, bah, c'est forcément quelque chose que quelqu'un vous aura dit, hein, honnêtement. Donc si c'est quelque chose que vous avez entendu, bah, en tout cas, ayez conscience que c'est une projection qu'on envoie sur vous. Quand par exemple, une autre phrase qui peut être dite, c'est: «Oui, bah, à ta place, moi j'aurais fait ci, à ta place, j'aurais laissé passer, à ta place, j'aurais rien dit, ou à ta place, je serais allé le voir», ça, dès qu'on dit: «À ta place», on se projette dans la situation de l'autre pour ensuite faire quelque chose. Donc évidemment, c'est une projection aussi. Ça paraît anodin, mais moi, je suis toujours je suis devenue assez sensible, en fait, assez vigilante, on va dire, aux phrases qui semblent anodines, mais qui ne le sont pas. Et commencer une phrase par: «À ta place, je ferais ci ou je dirais ça», quand on n'a pas sollicité de conseils, quand on n'a pas demandé: «Mais qu'est-ce que tu ferais à ma place?» hem, là, c'est une projection, et souvent, c'est très mal reçu, honnêtement. Donc juste en être conscient. Il y a d'autres petites phrases qu'il y en a. Alors j'en ai une liste, hein, honnêtement, il y en a plein, par exemple, «Tu es sûr que tu as pris la bonne décision? Je sais pas, faudrait y repenser». Ou alors, «Je sais pas comment tu fais pour voyager seule, moi je pourrais pas».
Ça, je l'ai entendu aussi ou alors, «Mais enfin, mais tu es sûr? Est-ce que tu veux réfléchir encore un peu?» D'autres phrases, ça peut être, «Oh, c'est bien que tu aies rencontré quelqu'un, il était temps. Mais enfin, mais quand est-ce que tu vas enfin te marier? Mais il est quand même temps maintenant, le temps passe». Tout ça, c'est des projections. Donc, hem, ou encore par exemple, «Enfin, faut pas te laisser faire, faut dire quelque chose», ça aussi, c'est une projection. Donc c'est des phrases qu'en fait, vous avez sûrement déjà entendues, mais qui semblent hyper anodines parce qu'on les a toujours entendues. Mais en fait, c'est des phrases qui projettent ce que les autres feraient, diraient, croient dans notre situation. Sauf qu'ils sont pas dans notre situation. Ils sont pas dans votre situation, ils sont pas dans votre vie et donc vous êtes la seule personne qui est experte de votre vie. Vous êtes la seule personne qui saura mieux que n'importe qui quoi faire dans n'importe quelle situation de votre vie. Hem, L'importance maintenant de, l'importance en fait d'être conscient des projections, d'être conscient de notre stratégie un peu de survie, donc un peu ces mécanismes, qu'on a, ça j'en parle un peu j'en parle en coaching, en coaching parce que, c'est les mécanismes de défense qu'on a influencent en fait la façon dont la communication se passe. Est-ce que c'est fluide ou pas? Et donc c'est après quelque chose que j'invite à explorer si les personnes veulent aller, plus loin sur, le passé, les comment ces mécanismes se sont installés. Ça, c'est un travail plus thérapeutique que moi je ne fais pas. Mais dans tous les cas, je quand les personnes le veulent et sont prêtes à voir, leur mécanisme de défense, c'est quelque chose qui remonte en fait en surface parce que ça explique certaines réactions, certains comportements. Hem Ce qui est important, en fait, à savoir, c'est que ces mécanismes de défense, ils sont souvent inconscients. Donc, si on n'en a pas pris conscience avant, si on n'a pas fait un minimum de travail introspectif avant, enfin, un travail introspectif, j'aime pas utiliser le mot travail introspectif parce que, faire un cheminement introspectif, c'est pas un travail en soi, c'est quelque chose que comme, un voyage qu'on a envie on a envie d'explorer certaines parties de soi. On a envie de comprendre certaines choses, certaines parties de soi aussi. Donc si on a envie de faire ce cheminement-là, c'est c'est évidemment important de moi, je pense que c'est important de le faire, c'est pas une obligation, mais si on est dans un cheminement de maîtrise, de gestion émotionnelle, de maîtrise de soi, d'arriver à communiquer, de prévenir, les conflits et cetera, c'est évidemment, pour moi, important, si ce n'est essentiel. Dans tous les cas, chacun est responsable de ses propres actions. Donc, on ne peut faire que 50 du chemin, sinon, évidemment, on risque de s'épuiser, ce qui se passe. Et ça, je peux vous dire que j'ai essayé pendant des années. J'ai voulu faire un maximum pour, récupérer une relation, pour renouer des liens. J'ai essayé, j'ai travaillé sur moi, j'ai tout fait. Et en fait, je me suis rendu compte au fur et à mesure que je m'épuisais parce que ce qui se passait, c'est que la personne donc elle était quelque part et moi je faisais mon petit chemin vers elle. Je faisais mon petit chemin, j'essayais de comprendre, je développais mon empathie, ma compréhension, ma compassion, ma tolérance. Mais en fait, je faisais tout le chemin et puis il y a rien qui se passait. Donc moi, ça me laissait frustrée parce que j'avais une attente que cette personne avance aussi sur le chemin, mais il y a rien qui se passait donc en fait ça il y a rien qui fonctionnait. Donc ça, c'est une leçon que j'ai apprise un peu, su on va dire, à la dure, mais de toute façon, en médiation, c'est aussi l'idée, c'est que les 2 personnes, les 2 parties ne peuvent faire que 50 du chemin. Il faut qu'il y ait une volonté de la part des 2 côtés pour arriver à, un accord, à l'issue de la médiation. Et ben, dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, on ne peut faire que 50 du chemin, au risque de s'épuiser. On ne peut pas prendre le poids de tout voilà, on ne peut pas prendre le poids du monde sur nos épaules. On a, je pense, déjà bien à faire avec soi-même, hem
Et donc évidemment, être altruiste, c'est aussi quelque chose qui ça permet d'être dans un cercle vertueux, l'altruisme, le don de soi, de s'impliquer dans des causes et cetera. C'est un cercle vertueux aussi, on a plus on aide, plus on se sent mieux, donc je vous invite, à explorer ça également. Mais dans tous les cas, si vous êtes déjà épuisé, si vous avez le sentiment que, vous avez trop donné et que il y a vous savez, il y a certaines personnes en meet-up qui viennent et qui nous disent: «Mais moi j'ai déjà tellement fait, moi je fais plus, pourquoi c'est toujours moi qui fais? J'en ai marre». Donc en fait, c'est un peu le truc, elles ont tellement fait de chemin, elles ont fait les 100 du chemin, mais il y a rien qui s'est passé et donc du coup, c'est des bon, bah, après il y a cette, cette frustration et un peu ce truc de se dire: «Bon, bah, maintenant, moi j'en ai marre, je suis épuisée, je fais plus rien». Et ça, c'est un comportement un peu enfin, c'est logique parce que si on donne tout et qu'il y a rien qui se passe, bah, en fait, on s'est épuisé, on a plus de ressources. Donc déjà, c'est quand ça arrive, c'est important de pouvoir se retrouver, ses propres ressources. Qu'est-ce qui va nous réénergiser, nous renourrir, nous redonner, un peu de baume, de peps, pour nous ressourcer avant de considérer donner à quelqu'un. Hem, donc c'est dans tous les cas, ne pas porter le poids du monde sur ses épaules, c'était le sujet du jour. Encore une fois, je vous rappelle, on ne peut faire que 50 du chemin. Hyper important de repérer, qu'est-ce qui est projeté sur vous, qu'est-ce que l vous projetez peut-être sur d'autres personnes pour arriver à faire la part des choses, arriver à considérer, voilà, ce qui est à vous, ce qui n'est pas à vous, vos croyances, leurs croyances et cetera, vos valeurs, leurs valeurs. Hem et voilà, c'est je pense, déjà un très bon début pour apprendre à ne prendre que ce qui, que l'essentiel, voyager léger comme on dit et voilà. Voilà pour le sujet du jour, ça fait déjà, pas mal de temps donc je vous laisse sur ces réflexions. Si, évidemment cette vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce, à vous abonner à la chaîne, à partager autour de vous, ces bonnes pratiques, de gestion de conflits, de pour la vie de tous les jours. En attendant, je vous souhaite une très bonne journée ou très bonne soirée et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!